Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Sylvie Payette, vous présente son coup de cœur littéraire. Et Sylvie, ton coup de cœur littéraire, c'est Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. Oui, j'ai vraiment essayé de vous présenter à tous des livres québécois parce qu'il y en a des formidables. Sylvie Catherine de Veilly, Hervé Gagnon, Corinne de Veilly, Francine Allard. Mais j'ai trop d'amis, puis je me suis dit, si j'en choisis un, les autres vont dire, pourquoi t'as moins aimé mon livre? Non, ils sont tellement bons. Découvrez les auteurs québécois. Oui, méfiez-vous, il y a peut-être parfois des auteurs québécois qui sont moins talentueux. C'est comme les Français, c'est comme dans n'importe quel. Mais on en a des tellement bons. C'est Sauf vrai. que là, je vous amène en France parce que d'abord, c'est une période dont je traite absolument pas dans Savannah, mais c'est parce que Le Grand Cœur, c'est l'histoire d'un homme en particulier qui s'appelait Jacques Coeur. C'est un livre qui raconte le moment où la France va terminer, grâce à lui, la guerre de 100 ans et passer du Moyen Âge, éventuellement au début de la Renaissance. C'est-à-dire qu'on associe beaucoup la Renaissance à François Ier parce qu'il a fait venir des gens d'Italie et tout ça pour éventuellement développer plus les arts. Mais Jacques Coeur, lui, ce qu'il a fait, c'est que la France était dans un état pitoyable. Après la guerre de 100 ans, il n'y avait plus d'argent et plus rien. Il vivait dans des conditions d'hygiène et tout ça assez désagréables, on va dire. Ouais. Oui, extrême et désagréable. Bon. Et il rencontre, bon, au départ, c'est un jeune homme très simple qui est le fils d'un pelletier, donc qui fait des fourrures. Il doit quitter son village suite à un événement. Il va travailler dans une usine d'argent. C'est-à-dire, c'est pas une usine, mais c'est un argentier. Quelques argentiers étaient reconnus et acceptés, donc lui va travailler avec eux. Et de là, va finalement, éventuellement, rencontrer le roi Charles VII. Ce roi-là, donc, est encore en pleine guerre de 100 ans, et il n'y a plus un sou, et puis c'est la plus personne qui peut vivre vraiment là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, lui, aller, entre autres, dans sa vie, chez les Arabes, donc dans des pays du Moyen-Orient, et va découvrir que tout est là. D'abord, il rencontre des prêtres catholiques qui sont sur place, qui manquent d'hygiène, dont les vêtements sont moches et tout. Et ils découvrent donc tout le contraire, c'est-à-dire que les Arabes sont extrêmement propres, l'hygiène est importante, elle est essentielle même à la survie, au niveau des maladies et tout ça, qu'ils ont tout, ils ont les soies d'Orient, mais ils ont les épices du monde entier, ils ont des orfèvres, ils ont des œuvres d'art, ils ont de la philosophie, ils ont des livres, ils ont une société donc qui est extrêmement développée et il réalise, lui, que ce qui manque en France, c'est qu'il faut que ça ne s'en aille plus entièrement là et que les Français aillent l'acheter là à un prix de fou, mais il va éventuellement trouver moyen de faire venir directement ces produits-là en France. En créant juste ce petit mouvement économique, en convainquant le roi d'arrêter de la guerre de 100 ans, puis de dire, bon, on arrête ça là, et puis on se reprend en main, il va remettre la France sur pied, il va aider donc le roi à avoir de l'argent parce que ces biens-là, ils sont disponibles, ils reviennent moins cher si on n'est pas obligé d'aller les chercher aussi loin, si la caravane va directement en France, et va permettre donc l'essor de toute un pays, une société, une civilisation. En même temps, ce roi-là a une maîtresse qui s'appelle la reine, ce qu'on n'appelle pas la reine, mais la dame de beauté. Elle s'appelle dame de beauté, c'est Agnès Sorel, mais on l'appelle la dame de beauté parce que le roi lui a donné le domaine qui s'appelle Beauté. C'est le domaine. Donc, on pense souvent que c'est parce qu'elle était très belle. Elle était, il paraît-il, pour l'époque, d'une beauté incroyable. Il paraît qu'on la regardait puis on n'en revenait pas. La pauvre est morte tellement jeune. Mais, pardon. Donc, selon certains historiens, jusqu'à, je dirais, peut-être que ça fait 25 ans que ça a changé un peu, mais à l'époque, on disait que cette femme aurait probablement été assassinée par Jacques Coeur, qui aurait trouvé qu'elle était trop proche du roi, puis que le roi l'écoutait trop. Mais lui, il a une autre théorie qui dit qu'au contraire, c'était une très bonne amie
et que c'était une femme qu'il respectait et probablement même dont il était amoureux comme tous les autres, mais il n'aurait jamais touché à la maîtresse du roi. Donc, c'est une autre vision. C'est une vision qui, selon moi, m'apparaît plus réaliste de cet homme. Parce que souvent, quand on lit des romans historiques, on a l'impression qu'ils vivent sur une espèce de ton. Ils se parlent ta la 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 la. Et puis, je sais pas, ça manque de naturel. Et ce que j'adore... C'est plus difficile à lire habituellement quand oui, en plus. Et puis, non, mais c'est des gens, on dirait, qui ont pensé à tout et puis qui disent 4 mots, mais c'est les 4 mots qu'il fallait dire à ce moment-là. Bon, je sais pas. Mais ce que j'aime de Ruffin, c'est que son écriture, elle est magnifique. Bon, d'accord. Il a gagné le Goncourt en 2000 pour, je pense que c'est Rouge Brésil. Je ne l'ai pas sur mon papier, mais et puis, mais il a aucune prétention dans son écriture. Il écrit simplement ce qu'il a à raconter. Il a les mots justes, c'est sûr qu'il y a un beau vocabulaire, mais il n'y a pas la prétention d'essayer de nous en mettre plein la vue. C'est-à-dire qu'il y a certains auteurs, des fois, qui veulent nous montrer à quel point ils ont du vocabulaire. Ils alignent comme ça des séries de mots qui viennent superfétatoires, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme mot vernaculaire, qu'est-ce que j'ai d'autre? Rédhibitoire. Ça, c'est mon mari, rédhibitoire à côté. Bon, je veux dire, on peut en mettre des mots comme ça qui sont parfois... Mais oui, des fois, ils sont essentiels parce qu'ils veulent dire ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est parfait. Je suis très à l'aise avec ça. Mais des fois, quand on en a trop, on perd le fil de l'histoire. Oui, c'est ça. C'est joli à lire. On dit « Ah, comme il écrit bien ». Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'histoire. Donc, lui, il a cette simplicité, je dirais, ou cette humilité de dire « Je suis membre de l'Académie française, j'ai gagné Goncourt, mais mon histoire, je vais vous la raconter avec les mots qu'il faut. » Et c'est très, très bien écrit, quand même, je vous le rappelle, là, mais avec une sobriété qui fait qu'on rentre vraiment dans l'histoire. Et ce personnage, il le rend tellement humain avec ses peurs, ses craintes, je sais pas, c'est une façon de nous permettre de rentrer justement dans l'histoire, non pas de façon superficielle en regardant de haut justement des personnes qui disent les bons mots au bon moment, mais au contraire dans un quotidien où il faut qu'il fasse sa place, il faut qu'il se batte. Et finalement, évidemment, il va devenir trop riche, lui, avec tout ça, parce que lui aussi, il s'en achète des produits puis s'en met plein... j'allais dire des hangars, c'était sûrement pas des hangars. Mais cet homme-là, en plus, il a tellement fait un passage entre le Moyen-Âge puis la Renaissance qu'il a construit, lui, il s'est construit un jour un palais, on va dire. Et son palais, la moitié avant, était moyenâgeuse, donc toute une architecture moyenâgeuse, très sobre, très droite, très lourde. Et puis toute la partie arrière, l'autre moitié, c'est Renaissance, avec des trucs qu'il était allé chercher en Italie. Donc, il s'est fait un truc moitié-moitié, ce qui est tellement à l'image de sa propre vie, alors qu'il ne pouvait pas vraiment deviner qu'il allait être cet homme qui allait faire ce passage-là. Donc, c'est ça, j'ai vraiment, je vous dirais, si vous voulez un livre d'histoire, je vous le propose parce qu'il vient de sortir en livre de poche. Et que souvent, bon, évidemment, le premier livre est magnifique et souvent, les gens vont avoir tendance à attendre qu'un livre sorte en livre de poche pour toutes sortes de raisons que je comprends très bien. Et donc... ça s'appelle Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin. Oui, alors vous allez voir sur l'image devant, c'est une image qu'on connaît beaucoup d'Agnès Sorel parce qu'ils ont fait un tableau d'Agnès Sorel en Sainte Vierge et le Saint à l'air, probablement parce que c'était quand même mieux vu à cette époque qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a encore un peu de problème avec ça, mais c'est magnifique. Et puis, c'est une histoire magnifique d'un homme exceptionnel qu'on connaît peu et qui pourtant devrait être mieux connu. Ben merci beaucoup, Sylvie, de cette belle suggestion. On s'arrête et dans les prochains instants, moi, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Ben merci. Je travaille comme une folle et mes efforts ne sont jamais récompensés. Encore un souper à préparer, je n'ai jamais de temps pour moi. Avez-vous remarqué à quel point ce genre de plaintes, sarcasmes et critiques contaminent votre vie quotidienne? Selon Will Bowen, le créateur du mouvement A Complaint Free World, notre penchant nos plaintes est tellement exacerbé qu'il nous bloque l'accès à une vie satisfaisante. Dans 21 jours sans se plaindre, l'auteur nous enseigne à mettre un frein à cette mauvaise habitude une fois pour toutes. Pour avoir plus de détails sur le livre de la semaine des Éditions de l'Homme, rendez-vous au www.samedidelire.com.